je voudrais remercier bien sûr les organisateurs de la Société pneumologique de l'océan Indien pour leur invitation à venir vous retrouver ici ce soir, en particulier au docteur Paratian, et donc vous donner quelques éléments concernant des actualités sur le sevrage tabagique pendant ce temps à venir. Alors, la question du sevrage tabagique est un sujet important, et donc le tabacologue que je suis est heureux, naturellement, que ce sujet soit abordé dans un congrès de pneumologie. Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable. Voilà, donc c'est une pathologie qui va entraîner le décès de la moitié des personnes qui vont fumer pendant l'ensemble de leur vie. Et globalement, on considère qu'à partir de 35 ans, un fumeur perd 3 mois de vie tous les ans. C'est à peu près 10 à 15 années de vie perdues en moyenne. Ils sont ainsi perdus à cause du tabac. C'est une épidémie mondiale, puisque 6 millions de personnes décèdent tous les ans dans le monde. Donc le plus gros marché du tabac aujourd'hui, c'est la Chine. Et en Chine, tous les ans, 1 million de personnes décèdent des suites du tabac. Donc c'est quand même assez impressionnant. En France, donc là aussi, première cause de mortalité évitable, 73 000 morts tous les ans. À La Réunion aussi, une pathologie nettement plus importante que l'alcool dans les décès induits, puisque c'est 550 décès tous les ans. Alors, globalement, en France, les choses ne se passent pas très très bien, malgré la situation économique de la France. Les résultats en matière de lutte contre le tabagisme ne sont pas forcément brillantes. En effet, en France, il y a encore 30% des adultes qui fument. Ces chiffres ne sont pas bons lorsqu'on les compare à d'autres pays, des pays notamment bien en avant comme la Suède, où 11% de la population est fumeuse, ou des pays comme l'Australie ou les États-Unis, où c'est à peu près 16 à 17% des gens qui sont fumeurs. Donc en France, on peut dire qu'il y a un certain nombre de faiblesses dans la lutte contre le tabac qui ont été constatées avec un manque de soutien politique. Et donc tous ces résultats. Alors, ce qui est important, vous savez que le tabac, comme la plupart des addictions, démarre avant 18 ans, 80 à 80% des cas. Et on le voit là aussi sur ce tableau, nous avons un taux élevé de prévalence du tabac, à l'adolescence, puisque nous sommes ici, et donc nous avons une prévalence importante du tabac encore chez les jeunes, avec un nombre de jeunes fumeurs qui est très très important. Donc c'est ce qui a justifié notamment aussi la question de l'interdiction du paquet neutre, appliquée récemment, après bien des difficultés. On voit que le tabac, si même il est un produit interdit à la vente aux mineurs, eh bien des études récentes montrent qu'il est d'une aisance déconcertante pour des mineurs de se fournir du tabac dans des bureaux de tabac, puisque donc il n'y a pas véritablement de sanctions des buralistes qui vendent du tabac. Donc ce sont des pratiques très très simples. De nombreuses émissions, des études scientifiques ont montré que le tabac restait facilement accessible aux mineurs. Alors là, c'est un schéma aux États-Unis où vraiment ce que montre ce schéma, c'est que si on veut qu'une politique de santé publique soit efficace dans la lutte contre le tabac, il faut maintenir un effort soutenu, cohérent et continu. Et c'est ce qui a fait défaut dans notre pays par moment. Le tabac, pour vous rappeler ses conséquences, 70% des décès induits par le tabac sont liés à 3 causes. Les néoplasies pulmonaires, puisque donc dans ce cadre-là, dans les cancers du poumon, on sait que 90% de la part de ces cancers sont liés au tabagisme. Donc là, avec vraiment un des liens le plus fort qui soit. Ce sont aussi, comme cause majeure, les pathologies vasculaires, pathologies artéritiques, coronariennes, et les BPCO. Les BPCO, dont, bien sûr, la première des choses à faire chez un BPCO, c'est, à mon sens, le sevrage tabagique.
Ce sont donc la part principale, mais le tabac intervient de façon moins importante, bien sûr, dans de très autres nombreuses pathologies. Globalement, c'est un cancer sur 3, c'est des cancers comme les cancers vésicaux, hein, par exemple. Et donc, finalement, comme le disait un auteur dans les années 70, les gens cherchent la nicotine dans le tabac et ils vont mourir du goudron, de l'influence du goudron, et la cigarette est une véritable usine à produits chimiques. Hein. L'alcool, les substances finalement addictives autres, cocaïne, etc. Les choses sont plus simples. On a une substance qui est principalement responsable de la pathologie. Là, pour le tabac, c'est beaucoup plus compliqué, et la chimie du tabac est quelque chose de passionnant, mais d'extrêmement complexe. Alors, je cite la célèbre étude de Peto, qui a priori, je crois si je me souviens bien, a été faite chez les médecins généralistes britanniques, hein, dont les premières parutions datent des années 50, et qui ont établi, avec un très haut niveau de preuve, que ce lien entre le tabagisme et les cancers du poumon. Alors, ce que cette étude postérieure montre, toujours sur cette même cohorte de médecins généralistes britanniques, c'est que finalement, quand on s'arrête de fumer, eh bien, la mortalité diminue. Voilà, donc, et plus tôt on s'arrête, mieux c'est, mais c'est vrai que un des principes que cette étude montre et qui nous sert, nous, en tabacologie, c'est finalement, quel que soit l'âge, le sevrage tabagique présente toujours un intérêt. Alors, c'est la fameuse courbe de Fletcher, là aussi, dans l'évolution de l'histoire naturelle de l'obstruction chronique. Alors, je sais que cette courbe est peut-être plus trop d'actualité, en raison des dernières données dans le domaine de la pneumologie, mais néanmoins, l'idée est là, et elle montre qu'un fumeur qui arrête son tabagisme a un cours évolutif de sa pathologie qui est ralenti, même si il ne retrouve pas une fonction identique aux non-fumeurs. Alors, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que globalement, 2 fumeurs sur 3 ne sont pas des fumeurs heureux, et que ces 2 fumeurs sur 3, ils ont envie de s'arrêter. Et pour s'arrêter, ils vont avoir besoin de vous. Parce que l'expérience montre que quand ils tentent de s'arrêter seuls, leur taux de succès est assez modeste, puisqu'ils sont 5% à s'arrêter, à être abstinents à 1 an. Si on les aide, on peut amener ce taux à quelque chose d'intéressant, 30%, parfois même 40% dans certaines séries. Donc l'important, c'est bien sûr de parler du tabac, de parler de la cigarette, de dépister et d'encourager à chacune des possibilités de rencontre du patient. L'addiction au tabac est difficile à régler. Le sevrage tabagique est une opération difficile. Et comme toute addiction, le tabagisme est une pathologie chronique. On n'est pas dans le modèle curatif. Donc, c'est dans la répétition qu'on capitalise de l'expérience et c'est dans la répétition qu'on va finalement parvenir à amener ce patient dans un statut d'ex-fumeur le plus durablement possible. Étant en moyenne, ce sont 4 à 6 tentatives qui vont être nécessaires pour y parvenir. Alors, ce schéma issu de données britanniques montre que un certain nombre de personnes, quand même, plutôt 30 à 40% des patients font des tentatives de sevrage. Alors, ce que les études en pratique de ville, de consultation nous montrent, c'est que seulement 28% des fumeurs ont reçu des conseils pour cesser de fumer au cours d'une visite de routine avec un professionnel de santé dans les 6 derniers mois. Donc ces patients rencontrent des professionnels de santé et ne sont pas questionnés systématiquement sur le tabac, alors que c'est quelque chose, on va le voir, qui est efficace. Alors, peut-être vous donner quelques éléments, en tout cas de mesures qui permettraient
d'avancer dans notre pays. Globalement, c'est vrai que l'âge légal en France est de 18 ans pour l'autorisation de s'acheter du tabac. Il faudrait vraisemblablement avoir le courage politique de porter cet âge à 21 ans. Plus tard le tabagisme commence, et mieux c'est. Donc par rapport à une question de maturité, la maturité neurobiologique des individus, elle s'achève plutôt entre 22 et 24 ans. Donc l'interdit serait à 21 ans, serait davantage en accord avec la réalité de la maturité neurobiologique des individus. En tout cas, c'est ce que recommande l'OMS. Il faudrait avoir le courage aussi d'aller bien au-delà de ce qui se fait actuellement, puisqu'actuellement, notamment à La Réunion, c'est franchement un problème. Quand on mange dans un restaurant, généralement on mange à l'extérieur. Et donc, à l'extérieur, c'est fumeur. Donc, si, comme c'est un espace non-fumeur, vous pouvez être à côté avec des enfants en bas âge, une femme enceinte, eh bien les gens, ils n'en ont absolument que faire. Ils sont dans un espace extérieur, c'est autorisé, j'ai le droit de fumer. Et à la limite, avant, les gens étaient peut-être plus respectueux. Donc globalement, à La Réunion, c'est quand même moche, puisque les non-fumeurs, finalement, ils sont obligés d'aller à l'intérieur. Donc c'est pas très cool. Donc oui, il faudrait être courageux, il faudrait oser je crois carrément des villes entières sans tabac, comme ça se fait dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, en Californie. Alors on va commencer par quelques jardins sans tabac, donc il faudrait être beaucoup plus courageux a posteriori des mesures comme celle-ci, même si elles sont sur le coup mal acceptées. L'interdiction du tabac dans les avions, souvenez-vous, pour les plus anciens, dans les avions, ce que c'était auparavant. Les gens fumaient, vous polluez, c'était affreux. Aujourd'hui, plus personne n'imagine qu'on puisse fumer dans un avion. Donc ce sont des mesures qui, sur le coup, sont difficiles à accepter. Quand elles sont instituées, même les fumeurs, y compris les fumeurs, valident ces mesures et sont contents que ces décisions ont été prises. Mais il faut un certain courage politique, et vous savez, les producteurs Big Tobacco avance masqué, et Big Tobacco n'intervient pas directement. Big Tobacco envoie les sympathiques buralistes, ceux qui sont près de chez nous, qui nous rendent plein de petits services, qui nous vendent des timbres-poste, des tas de choses, le journal, et ils envoient nos sympathiques buralistes dans la rue battre le pavé et ralentir bien sûr la mise en place de mesures efficaces. Voilà, donc il y a un travail très intéressant d'un auteur américain qui s'appelle Robert Proctor, qui a fait un livre qui s'appelle The Golden Holocaust, qui a décrypté un petit peu tous les mécanismes sordides de l'industrie du tabac, dont les mécanismes s'apparentent à une mafia de très très haut vol. Voilà, donc en France aussi, alors partout, on a des rapports qui nous montrent que l'une des mesures les plus efficaces en santé publique après la vaccination, c'est le sevrage tabagique. Ça coûte pas cher, ça économise des vies, vraiment très bon marché. Sauf que on rembourse toujours pas le sevrage tabagique. Alors on a un forfait qui, bon an mal an, est augmenté, qui vient d'être augmenté à 150 € pour tout le monde. 150 € pour tout le monde, ça nous fait quoi? Ça nous fait à peu près 1 mois et demi de traitement, environ, enfin ça dépend, à condition que le fumeur ne soit pas trop dépendant. Voilà, donc il y a un certain nombre de raisons qui font qu'à mon sens en France on a du mal à avancer sur ces questions. Bon, l'arrêt total de la publicité, ça c'est en passe de l'être, puisque dans les espaces où on vend du tabac, vous l'avez peut-être vu à La Réunion, dans les stations-service ou prétexte où on vendait du tabac, eh bien on avait des affiches de pub par terre, collées encore, enfin des choses comme ça complètement invraisemblables. Le paquet neutre a été adopté, c'était un des derniers supports de publicité sur lesquels vraiment les fabricants pouvaient vraiment jouer. Moi, ce qui est très impressionnant, c'est que j'interviens dans des groupes de jeunes, en milieu pénitentiaire, carcéral ou à l'extérieur, et je leur montre la pub du Cowboy Marlboro en masquant Marlboro. Donc je leur dis, c'est quoi ça? Ils disent, ouais, c'est Marlboro. Pourtant, ce sont des jeunes qui sont nés après l'interdiction de la pub sur le tabac. Et tous, cette image du Cowboy Marlboro, ils le reconnaissent. La photo d'après, je lui montre un des Marlboro Men qui s'est fait photographier sur son lit de mort et qui a demandé à ce qu'on diffuse sa photo, pour un peu leur faire réfléchir. Voilà, donc en France, on a eu une politique, qui quand même globalement, on est cité quand même par
par des pays qui ont bien avancé dans la Convention 4 contre la lutte anti-tabac, mais par rapport à d'autres pays dits occidentaux qui ont des moyens importants, eh bien, je trouve qu'on aurait pu mieux faire. Alors, je reviens à la rencontre du patient. Il y a cette question des 5 A, finalement, qui sont une façon un petit peu simple de mémoriser les choses, de penser à chaque fois qu'on rencontre un patient, de le questionner sur son statut de fumeur, s'il vous répond oui, de lui conseiller l'arrêt, et si à ce moment-là il est partant, eh bien d'évaluer sa motivation, de l'accompagner, de l'assister, et d'adapter, d'arranger son suivi. Donc ça sont des choses bien évaluées, qui nous viennent des guidelines nord-américains. Donc toute consultation, toute rencontre avec le patient, donc c'est rapide, questionner, donc c'est le conseil minimal, on questionne à chaque entretien, ça prend pas de temps et ça rapporte. Ça rapporte, si tout le monde fait ça, ça rapporte. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez envie de fumer? Pensez à être systématique et intégrer complètement ces questions, bien sûr, dans nos interrogatoires. Donc, on pratique le conseil minimal si un patient même nous répond non, qu'il ne souhaite pas arrêter. Le fait de lui conseiller l'arrêt, de lui remettre éventuellement un document, on augmente de quelques pourcents la proportion de ces patients qui vont quand même aller vers l'arrêt. Ça va germer dans le cerveau de ce patient cette position médicale prise par le professionnel. Alors là, sur ce tableau, là aussi qui vient d'un référentiel de Grande-Bretagne, on voit qu'au niveau des traitements utilisés par les patients pour l'arrêt du tabac, eh bien que depuis quelques années, il y a une nouvelle venue, quelque chose de nouveau, qui est la cigarette électronique, et qui s'accompagne plutôt d'ailleurs avec une régression quand même des traitements classiques de la pharmacothérapie d'aide au sevrage tabagique. Nous allons en parler un petit peu après. Cette pharmacothérapie, il y a 3 traitements de première ligne qui sont validés. Les premiers, les plus anciens, 30 années d'existence, ce sont les dérivés nicotiniques, qui existent sous de multiples formes. La première pharmacothérapie orale médicamenteuse hors dérivés nicotiniques, c'est le bupropion. Et la dernière en date, parue en 2007-2008, c'est la varénicline. Malheureusement, ces traitements ne sont pas remboursés, comme je le disais. Seuls les dérivés nicotiniques, d'ailleurs, peuvent être proposés dans le forfait d'aide au sevrage tabagique. Je vous en dirai aussi un petit peu plus. Alors, donc là, nous avons une revue un petit peu de l'efficacité de ces molécules comparées. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur ces traitements validés, la méthode la plus efficace est aujourd'hui considérée comme la varénicline, donc le Champix, dans sa dénomination française, avec le plus haut niveau d'efficacité. Les dérivés nicotiniques, l'avantage c'est qu'ils existent sous de multiples formes, donc quand même, on a un moyen de trouver une galénique qui va convenir aux patients qu'on rencontre. Si jamais il est allergique au patch, avec des réactions excessives, et malgré un changement, toujours l'importance vraiment de passer du temps à expliquer l'utilisation de ces traitements. Ce sont des patients qui souvent ont pu acheter ces traitements en pharmacie, le prendre comme ça, et sans explication, forcément, l'appliquer, et l'appliquer de façon inadéquate. Donc on se rend compte qu'il y a souvent un mauvais usage de ces médicaments qui sont pris de façon autothérapeutique, over the counter, comme on dit. Donc les patchs, les pastilles, les inhaleurs, les sprays, toutes sortes de choses qui peuvent être combinées ensemble, notamment les patchs avec une forme rapide, de façon intéressante et synergique. Donc différentes marques, différentes gammes, différents parfums. En général, on a de quoi trouver le bonheur de notre patient. Voilà donc un peu les différentes gammes qui existent. Alors je vous parlais rapidement du Ziban, puisque c'est un médicament qui, en tout cas en France, occupe vraiment une place tout à fait marginale.
Le Zyban, c'est le bupropion qui est validé comme antidépresseur dans d'autres pays, pas en France, où vraiment cette molécule a été réservée au sevrage tabagique. Globalement, c'est un médicament qui présente quand même un certain nombre de contre-indications et d'effets secondaires. L'effet secondaire principal qui est craint étant la survenue d'une épilepsie dans un cas sur 1000. Donc il va falloir éviter tout antécédent d'épilepsie ou de trauma crânien assez important, ou d'état de sevrage au benzo, à l'alcool. Donc c'est un médicament qui a une efficacité, voilà, alors qui est quand même de structure un peu amphétaminique avec un effet dopaminergique. Alors pourquoi ça marche dans le sevrage tabagique, on ne sait pas trop. Il y a une petite action dopaminergique et aussi une action sur le récepteur nicotinique. Alors c'est un médicament qui est assez speedant quand même, donc il faut bien respecter l'écart au niveau des prises. Et en pratique, si on a des patients qui sont un petit peu anxieux, ils peuvent mal le supporter. Bon, il faudra que ce soit un patient donc, qui puisse payer ce traitement, qui quand même est assez cher au mois. Le Champix, donc dernière arrivée, qui est un agoniste partiel des récepteurs nicotiniques, semi-synthétique. Donc c'est un traitement qui est parti assez fort en France et qui a été vraiment coupé complètement, abattu en vol à l'époque, dans un climat vraiment de défiance pour le médicament, en pleine affaire Mediator et autres, avec des publications qui amenaient une certaine suspicion sur le médicament, avec des risques suicidaires, des actions cardiaques. Et globalement, secondairement, les revues qui ont été faites sur ces traitements, notamment avec une méta-analyse de Cochrane assez récente, montrent que ces données n'ont pas été évaluées et qu'il y a eu des informations sans doute alarmistes, alors qu'on est sur un médicament qui est quand même relativement sûr. Néanmoins, en France, on peut dire que le traitement il a été vraiment bien planté. Et il n'est pas dans le remboursement, en tout cas dans le forfait. On ne peut pas avoir droit au forfait. Et les prescriptions aujourd'hui de Champix sont quand même assez rares. L'idée, c'est assez intéressant, c'est un peu comme la buprenorphine, le Subutex, utilisé pour les gens dépendants des opiacés majeurs, avec un effet agoniste partiel, donc qui bloque l'action de la nicotine fumée, en théorie, qui stimule quand même de façon douce le récepteur et évite un sevrage trop mal vécu. Alors ce traitement dérive d'une plante qui s'appelle la cytise, et la cytisine, la molécule donc dérivée de cette plante, est une molécule qui est utilisée de longue date dans les pays de l'Est, notamment en Bulgarie, où on a développé un médicament. Alors, depuis quelques années, ce médicament, qui dans les pays de l'Est ne disposait pas d'études énormes, fait l'objet d'études assez intéressantes et est probablement une molécule qui devrait peut-être sortir sur le marché dans les années qui viennent. La différence de la cytisine par rapport à la varenicline, c'est qu'on est sur un antagoniste complet. Voilà, je vous mentionne ça. Bon, la question du Champix, de son utilisation. En deuxième ligne, donc, on est censé pouvoir utiliser des tricycliques qui auraient une relative efficacité, mais au prix d'effets secondaires quand même importantes. Pareil pour le catapression, qui est utilisé aussi dans le sevrage aux opiacés, mais là aussi avec des effets secondaires sur la tension qui peuvent être difficiles à manier. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais utilisé ces traitements en pratique. Et je voulais passer un petit peu de temps pour vous parler de la cigarette électronique, parce que ça fait souvent l'objet de beaucoup de questions de la part des patients, de la part des confrères, dans cette question du sevrage tabagique. Donc c'est un peu un bouleversement ces dernières années, la survenue de la cigarette électronique, et qui doit être globalement conçue comme finalement de la réduction des risques et des dommages. Ce concept qu'on a progressivement développé en addictologie avec les seringues, les programmes d'échange de seringues, et puis un certain nombre d'autres choses. Cette cigarette électronique, on a quand même des données qui montrent que c'est intéressant, même si bien sûr il faut toujours préciser avant toute chose qu'il ne s'agit pas d'un dispositif médical, et manifestement c'est sur un outil qui peut être utile dans le sevrage tabagique. Les effets indésirables, en tout cas, d'action rapide à moyen terme, à court terme, à moyen terme, sont assez modestes, irritation buccale et de la gorge.
Les risques à long terme sont inconnus, néanmoins, la connaissance des composants de la cigarette électronique permet de relativiser ces risques et de bien de dire que, même s'il ne s'agit pas de quelque chose d'anodin, néanmoins, les risques de la cigarette électronique ne sont pas comparables aux risques du tabac. D'ailleurs, la dénomination cigarette est inadaptée puisqu'il ne s'agit absolument pas, il n'y a absolument aucune combustion. On n'utilise pas de tabac, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de monoxyde de carbone, et c'est bien là que se fait toute la différence. Alors, c'était un dispositif là un peu dépassé de cigarette électronique qu'on voit plus beaucoup, mais qui est assez intéressant pour son explication. Donc globalement, la partie la plus importante d'une cigarette électronique, c'est sa batterie. Vous avez donc une zone où va être stocké le liquide, avec un système de déclenchement d'un chauffage, avec un atomiseur, avec un système qui chauffe à une température relativement modeste, de quelques dizaines de degrés, inférieur à 100 degrés, et cet effet chauffant va à ce moment-là produire quelque chose qui est à la fois des microparticules, un aérosol avec des microparticules, et aussi une phase gazeuse. Donc un mélange assez complexe au niveau de ce liquide qui, sous l'impulsion du chauffage, se vaporise en gaz, et à la fois du gaz et des microparticules. L'aspect étant semblable à la fumée de cigarette. Le système, en tout cas le système qu'on utilise dans la cigarette électronique, c'est le même type de système miniaturisé que ce qui est utilisé dans les salles de spectacle ou dans les boîtes de nuit pour faire de la fumée. La différence étant qu'on a mis des parfums différents et qu'on a éventuellement mis de la nicotine. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que vous avez une première génération de ces systèmes-là qui n'existent pratiquement plus, ce qu'on appelait en anglais des cig-alike. Donc ça ressemblait à de petites cigarettes. Ces systèmes n'étaient pas du tout efficaces. Première génération. Donc deuxième génération, ce système un peu de cigarette Igo, qui ressemble un peu à un gros stylo. Donc un peu ce système-là, donc cette marque Igo, qui est une marque chinoise, une des marques principales. Donc ce système bon marché, mais aujourd'hui qu'on voit de moins en moins, et récemment, ce qui est beaucoup plus intéressant, cette troisième génération qui se traduisent par des grosses batteries avec des systèmes souvent qui comportent des micro-ordinateurs qui permettent vraiment d'optimiser la fabrication de la fumée et la qualité de la délivrance de la nicotine. Donc aujourd'hui, il faut plutôt voir ça plutôt comme des systèmes de délivrance de nicotine, plutôt qu'une cigarette électronique. Et c'est là que ça peut nous intéresser en tant que tabacologue. Voilà, donc la cigarette électronique n'est pas inoffensive, mais son risque n'est pas comparable au tabac. Pas de combustion, pas de tabac, pas de monoxyde de carbone, pas de fumée. Voilà, alors excusez-moi, il y a un raté avec l'histoire du VIH-VHC, ça n'a rien à voir ici, c'est un reliquat d'une maquette de PowerPoint que j'ai utilisée sur la substitution aux opiacés. Donc il n'y a rien à voir avec la réduction de la criminalité, je suis désolé, c'est une erreur. Alors globalement, on a un petit problème, c'est que les mélanges de nicotine, la loi européenne nous interdit qu'ils soient plus forts que 20 mg par millilitre. Pour que ça soit très efficace en tabacologie, il faudrait pouvoir disposer de mélanges à 40, 50 mg. C'est notamment Bernard Dotzenberg qui avait un des premiers mentionné ces éléments. Alors, donc c'est pas possible légalement parlant, la législation européenne c'est toujours compliqué, mais néanmoins, les systèmes des cigarettes de troisième génération permettent en quelque sorte de condenser un peu le liquide et d'optimiser vraiment ce qu'on va pouvoir donner avec ce liquide, ce e-liquide. Voilà. Alors, il y a un élément par contre, c'est aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment proscrire l'usage de cette cigarette électronique pendant la grossesse. Là justement, principe de précaution, il n'y a pas d'élément sur la grossesse, donc on le déconseille formellement. Alors, ce système vous montre justement là qu'au niveau de la délivrance de nicotine, ces systèmes de délivrance de nicotine, sur les premières générations et sur les dernières générations, on a des systèmes qui délivrent de la nicotine de façon plus rapide et plus intense. L'objectif
L'objectif étant, là vous avez ici une délivrance de nicotine par de la cigarette. L'objectif, le système parfait pour du sevrage tabagique, ce sera un système de délivrance de nicotine qui se rapproche du tabac, sans combustion, où plus ça va délivrer rapidement la nicotine, plus on a de la chance, plus on a vraisemblablement, mieux ça marchera. Donc les dernières cigarettes de nouvelle génération délivrent mieux la nicotine et ça marche mieux. Ça marche mieux. Nos patients qui utilisent ça s'arrêtent de façon plus efficace. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate dans nos constatations en tant que tabacologue. En France, sur cette question, toujours avec la peur de vraiment le principe de précaution et chat échaudé, je crois, craint l'eau froide, avec les questions du Mediator, la position du gouvernement a été très frileuse. Donc en déconseillant, voilà, non, c'est pas médical, c'est déconseillé, il faut attendre. Et on a laissé passer des publications faisant état montrant qu'il y avait quand même là-dedans, avec des voltages importants, du formaldéhyde, etc. On a fait passer des publications assez spécifiques qui ont été extrêmement médiatisées, en se demandant d'ailleurs si cette hypermédiatisation de quelques publications très spécifiques, si l'industrie du tabac n'était pas d'ailleurs pour quelque chose derrière tout ça. Et globalement, on a eu beaucoup de patients qui étaient passés à la cigarette électronique, qui du coup ont arrêté la cigarette électronique et ont repris la cigarette, un comble. Et encore aujourd'hui, même si on est à peu près 2 ans après cette publication qui est parue dans le New England, eh bien, il y a encore des gens qui ont mémorisé ce truc-là parce qu'on a laissé massivement communiquer là-dessus. Les Britanniques ont été beaucoup plus pragmatiques. Ils ont proposé au Royal College of Physicians, ils ont proposé cette recommandation en disant « Ok, c'est pas de la médecine, mais manifestement c'est utilisé, ça donne quelques résultats et on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser que c'est beaucoup moins dangereux. Ce n'est pas inoffensif, mais c'est vraisemblablement 5%. » Donc il y a un pragmatisme ailleurs qu'on n'a pas eu en France, et moi je trouve que c'est bien dommage. Une question se pose, voilà, parce que bon, l'idéal c'est ça, nous en tant que tabacologues, ce qu'on trouve pas mal, c'est qu'on a un fumeur qui a du mal éventuellement à arriver au statut de non-fumeur, on n'arrive pas à le faire arrêter, et bien avec la cigarette électronique, il va marquer une étape. Il va marquer une étape qu'on souhaitera la moins durable possible, mais dans l'idée, il y a quand même une réduction des risques, donc on est content. Et puis dans l'idéal, on essaie de garder ce cap quand même, d'aller à l'étape suivante, qui est le statut de non-fumeur. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Par contre, la crainte, et c'est là où la législation est importante, et où elle doit interdire l'accès de ces objets aux mineurs, ce ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des joujoux. Il ne faudrait pas qu'un mineur non-fumeur fasse le chemin en sens inverse et aille vers la cigarette électronique, et puis que du coup se sente tenté de voir ce que c'est que la cigarette. Alors globalement, il y a quand même quelques études, ça fait l'objet de pas mal d'études, il y a quelques études qui montrent que c'est possible, mais voilà, pour l'instant, il faudra encore d'autres études, mais c'est une des craintes avec la cigarette électronique. L'Organisation mondiale de la santé, elle, n'a pas été trop pour la cigarette électronique. L'Organisation mondiale de la santé voyait un monde sans tabac, et donc tout ce qui ressemble de près ou de loin au tabac n'a pas été favorable. Donc voilà, en quelque sorte, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous rappeler l'importance du tabagisme dans la morbimortalité, première cause de mortalité évitable, de vous rappeler qu'on peut être efficace en en parlant à chaque consultation, l'occasion de vous rappeler un petit peu ce qui existe en pharmacothérapie et de vous donner quelques éléments sur la cigarette électronique. Merci. Merci pour ce topo qui montre les difficultés du sevrage tabagique. Alors je passe la parole à vous autres. Y a-t-il des questions? Non, moi c'est sur la cigarette électronique, bien entendu. J'ai plein de questions, on va les limiter peut-être à 3.
La première, c'est que quelle est la législation vis-à-vis de ce qui est construit et ce qui est mis dans les cigarettes électroniques, c'est-à-dire est-ce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi si on est fabricant, vu que c'est pas un médicament. Donc effectivement, on imagine qu'il y a une molécule, deux molécules, mais on ne sait pas s'il n'y a pas des choses un peu bizarres. La deuxième, qui est un peu en corollaire, c'est que finalement, on ne sait pas trop conseiller, enfin moi je ne sais pas trop conseiller les patients par rapport au taux de nicotine, et je me demande si finalement ils n'augmentent pas leur finalement, nicotinémie et donc leur dépendance au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas un geste d'une cigarette qui dure 3 minutes, c'est finalement après un doudou. Voilà. Donc en fait, il y avait 3 questions dans la même. Voilà. Alors donc c'est vrai que la législation est assez, je crois, assez sur certains éléments et pas du tout la même que pour les médicaments. Hein. Donc on est sur ces choses qui ne relèvent pas du tout du médicament. Globalement, si ça contient de la nicotine, ça ne peut pas dépasser 20 mg par millilitre. Voilà, c'est ce que je sais. Je crois qu'il y a des réflexions pour essayer d'avoir des normes ISO, des choses comme ça. Je ne pense pas que ça soit complètement validé, en tout cas pour l'instant. Globalement, ce qu'on conseille aux patients, c'est d'acheter, si possible, des choses de marques connues, des marques qui sont bien établies sur le marché, de faire leurs achats plutôt dans des magasins spécialisés, qui font que de la cigarette électronique, qui sont des enseignes connues. Donc de peut-être accepter de mettre quand même une certaine somme au départ, d'acheter une bonne marque et surtout d'utiliser des liquides si possible de fabrication française, qui sont bien estampillés, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trafic et la répression des fraudes a pu voir qu'il y avait quand même des fois des liquides chinois et des choses qui n'étaient pas du tout aux normes. Enfin, c'est les conseils que nous on fait. Mais on n'est pas dans quelque chose, à ma connaissance, qui est très très systématisé. Je ne peux pas vous donner des références sur un plan vraiment strictement légal. La deuxième question, sur cette histoire du taux de liquide, à ma connaissance, c'est un peu comme les patchs finalement. Il y a 4 gammes de liquides. Il y a des liquides qui contiennent rien, il y a des liquides qui contiennent souvent 6-7 mg par millilitre. On en a qui doivent être à 12 mg, souvent 12, et puis il y en a d'autres qui sont à 16, parfois un peu plus haut. Donc c'est un peu comme le patch avec 7, 14, 21. Bon, là on fait à peu près la même chose. Et bon, après il y a des trucs plus ou moins réglo. C'est vrai qu'il y a des patients qui peuvent éventuellement prendre 2 liquides de dosage différents, mettre 1 millilitre par-ci, 1 millilitre par-là, et avoir une solution intermédiaire. Parfois ils ont plusieurs cigarettes électroniques qui vont descendre comme ça. La troisième, c'est le côté doudou, c'est-à-dire qu'on peut rester collé dans le voilà, tout à fait. Non, ça c'est un problème, bien sûr. Donc, globalement, si on a un patient qui a choisi d'utiliser cette méthode, on l'accepte. On peut la recommander, cette méthode, pour un patient en deuxième intention. Enfin, c'est ce que disent en tout cas certaines sociétés savantes. On peut tout à fait recommander, en tant que médecin, l'utilisation de cet objet en deuxième intention. Après, voilà, c'est le principe de relativiser les risques. Si ce patient n'a jamais réussi à s'arrêter de fumer et qu'il fait joujou avec son truc, mieux vaut ça que la cigarette. Moi, je dis que je préfère que vous utilisiez la cigarette électronique. Voilà. À la cigarette, je préfère la cigarette électronique. À la cigarette électronique, je préfère l'air pur. Oui, donc c'est sûr que j'imagine qu'on a tous à peu près le discours. C'était juste un peu flou. Qui veut un micro? Oui, merci pour votre exposé. Je pense que les agents a abordé. Donc, nous, c'était vraiment très clair. Par contre, j'avais quand même une remarque. Vous n'avez pas parlé, on va tout traiter au cours de la présentation, mais les interrogations concernant les additifs et les parfums de synthèse qui sont dans les cigarettes électroniques et qui posent un certain nombre d'interrogations. Donc, on a bien compris votre parti pris, hein, tout à fait, vous l'avez très bien argumenté. Mais du coup, concernant les adolescents, ceux qui n'ont jamais fumé, la question peut quand même se poser sur l'utilisation de produits de synthèse. Oui, tout à fait. C'est une remarque très, très justifiée. C'est, je crois, une des principales interrogations sur la cigarette électronique.
Bon, il existe des centaines, je crois même des milliers d'arômes maintenant, de parfums, et globalement ces arômes peuvent être des substances donc naturelles ou de synthèse qui ont une validation notamment dans l'industrie alimentaire. Alors ce sont des colorants alimentaires, enfin des parfums alimentaires, mais qui sont validés dans l'alimentation. Par contre, il n'y a pas de validation en aérosol inhalé. Et c'est là qu'il y a un certain nombre de réserves, notamment de spécialistes qui disent oui, la nature de cette substance, de ce parfum, quand il est à l'état d'aérosol, il y a des modifications chimiques qui peuvent se faire avec des composés. Et là, un certain nombre d'interrogations, c'est tout à fait vrai, ça fait partie des questions. Après, il y a des arômes, quand on voit aussi sur l'aspect arômes Coca-Cola et autres, il y a vraiment des arômes qui visent de façon très très nette les jeunes. C'est sûr que ça va accrocher les jeunes. Des saveurs sucrées, des choses comme ça, ça va viser les ados, c'est vrai. Et qui pourraient faire éventuellement chemin inverse. Bon, certes, le sevrage tabagique, certes, n'est pas une affaire. N'est pas une affaire facile, mais vous voyez quand même, il est difficile de passer d'une addiction à une autre addiction, parce que la cigarette électronique est devenue aussi une addiction. On voit des gens qui vapotent dans la rue avec la cigarette électronique dans le cou, tout ça, donc ça devient une autre addiction. Est-ce que vous ne voyez pas que le fait d'encourager les gens au moins à réduire l'utilisation du tabac, la consommation de tabac et rester aux cigarettes shoot, tout le monde en connaît, les 4 cigarettes, les 5 cigarettes dans la journée, et réduire la consommation, ce n'est pas une méthode encourageante en associant avec les antinicotiniques. Au lieu de rentrer dans une autre addiction dont on sait bien, comme il a dit le professeur, on sait bien quels sont les contenus viennent de la Chine, on ne sait pas quels sont ces contenus. Alors oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. La réduction du tabac, c'est vrai que la réduction du tabac, si elle n'a pas vraiment de bénéfice sur la santé, la réduction de la consommation de cigarettes avec l'aide de dérivés nicotiniques, elle favorise le sevrage tabagique. Ça, c'est, je crois, quelque chose qui est bien établi. Après, si vous voulez, je ne sais pas si forcément je parlerai de transfert de dépendance, parce que la dépendance, elle est à la nicotine. Alors, c'est plus complexe que ça. C'est vrai que la nicotine est un élément important de la dépendance, et il y a sans doute des alcaloïdes du tabac aussi qui ont un rôle dans cette dépendance propre de la cigarette. Mais globalement, je pense qu'il y a toujours une forme de dépendance à la nicotine dans cette cigarette électronique. Est-ce que c'est un peu le discours qu'on avait chez les gens qui utilisaient des pastilles 1 an ou 2 ans après l'arrêt du tabac? Bon, il y en a quelques-uns qui continuent à utiliser des pastilles nicotiniques. Oui, bon, mais c'est moins grave que le tabac. Alors, ça serait bien qu'ils s'arrêtent aussi, mais c'est quand même un principe de relativité des risques. Moi, je le vois comme ça. Mais après, je dis à ces patients quand même que le cas médical pour leur santé, c'est pas de perdurer dans cet usage. C'est moi qui ai la dernière question. C'est pas une question, c'est juste une expérience. Je suis dans la liste des pays qui sont les champions de la diminution du tabac. Il y a un pays qui n'est jamais cité, c'est le Rwanda. C'est un petit pays, personne ne parle, sauf qu'il y a oui, on en parle il y a 20 ans, mais c'est un pays en construction complète et qui a eu une stratégie de santé fabuleuse et qui se targue d'avoir 5% de fumeurs. Et je suis allé au Rwanda pour parler des gorilles. Et puis, là, en tant que pneumologue, je suis sensible au fait qu'il manquait quelque chose dans les rues de la capitale, parce que c'est surtout en ville qu'on fume, et bien il n'y a pas de fumeurs. Très peu, j'en ai vu quand même, mais très peu. Et il y a une politique de santé extrêmement forte. Il n'y a pas de publicité, aucune publicité, il n'y a pas de marchand, puisqu'il n'y a pas d'offre, puisqu'il n'y a pas de demande. Et donc c'est très, très intéressant. Une stratégie, il y a de façon routinière, toutes les semaines, il y a peut-être tous les jours, il y a, parce que je ne parle pas la langue du pays. C'est un pays qui a changé complètement sa culture, qui avait une culture ancienne coloniale belge. Ils sont passés dans le côté anglo-saxon et ils ont appliqué les règles qui marchent dans le pays anglo-saxon. C'est très, très intéressant. C'est un petit pays, peut-être plus facilement malléable qu'un grand pays comme nous, avec une stratégie qui on en
n'en parle jamais. Non mais merci, parce que moi je ne connais pas, c'est vrai qu'on est toujours un peu centré sur les études qui sont produites du coup plutôt par des pays occidentaux européens, mais je pense que c'est très très intéressant de mentionner, parce que c'est vrai que des pays à petite dimension peuvent prendre des décisions comme ça tout à fait exemplaires. Il y a par exemple aux Seychelles la décision de traiter tous les cas d'hépatite C, d'être le premier pays au monde peut-être qui va traiter tous les cas d'hépatite C avec un traitement complet. Enfin, il y a des expériences comme ça qui ne sont pas très connues forcément, parce que c'est des petits pays, mais qui peuvent être très intéressantes. Donc merci. Merci à vous. Bien, bon, mais c'est un sujet extrêmement intéressant, important, donc on aurait pu discuter pendant longtemps. Ça veut dire que c'est quelque chose de très important pour nous. Toutes les maladies qu'on a commencé à en parler tout le temps, mais c'est finalement la source même, effectivement, de quelque chose qui est... Merci encore, David. Bon, nous sommes un peu en retard.